Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui est un peu particulière. C'est une vidéo que je fais en partenariat avec la Filature, donc la scène nationale de Mulhouse, pour le festival des Vagabondes qui aura lieu du 17 au 31 mars 2023. Pour parler du festival, j'ai eu un entretien avec Smith et Nadège Piton qui sont tous les deux artistes, performeuses, photographes et commissaire d'exposition qui organise une exposition qui s'appelle Transgalactique au Festival des Vagabondes, ainsi qu'un cabaret qui s'appelle Le Secret Cosmos avec Monsieur K et Marianne Diaye. Et la thématique du festival cette année des Vagabondes est sur la frontière, et notamment la frontière du genre. Ce qui m'a permis, avec Nadège Piton et Smith, de parler de la transidentité, qui est un sujet que j'ai peu abordé sur ma chaîne, si ce n'est avec Fiamena. Et donc, je vous laisse avec le teaser du festival, puis avec l'entretien avec Smith et Nadège Piton. Je voulais commencer l'entretien sur un questionnement politique, mais aussi artistique et esthétique que j'ai pas encore abordé sur ma chaîne, concernant la représentation du questionnement du genre et de la transidentité. Il y a eu récemment, dans le milieu théâtral, des attaques envers Lorraine Marx, qui a expliqué préférer que son spectacle soit interprété par une comédienne trans. Plusieurs shows de drag queens sont attaqués par l'extrême droite. Est-ce que la fluidité de genre et la transidentité sont aujourd'hui l'un des enjeux de représentation ? Nous, on a le sentiment qu'il se passe quand même quelque chose d'un petit peu inédit, c'est-à-dire qu'il y a comme une cristallisation d'un ensemble de personnes qui ont des attitudes ou des opinions qu'on pourrait qualifier de réactionnaires d'une certaine façon, et qui, pour nous, sont quand même le signe qu'il y a un changement. Parce qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout le monde s'en fichait, en fait, des personnes trans. C'est-à-dire qu'il y avait une telle invisibilisation, une telle silenciation des discours, quels qu'ils soient, des discours politiques, militants, artistiques, et donc plastiques, théâtraux, etc., issus de personnes trans, qu'en fait, il ne pouvait même pas y avoir de réaction puisqu'il n'y avait pas d'existence. Et aujourd'hui, on est dans un moment un petit peu de crispation, où il y a eu d'un seul coup une visibilité de plus en plus importante et dans tous les domaines de la société, donc médiatique, politique, artistique, etc. Il y a une sorte de vague de visibilité des personnes trans. Aujourd'hui, je pense que la plupart des gens savent ce que c'est qu'une personne trans, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années. Et c'est comme si les identités LGBTQIA+, étaient devenues vraiment le point de crispation, la faille qui permet à tous les réactionnaires de pointer un bouc émissaire, comme ça a été le cas dans l'histoire à de nombreuses reprises. Et en ce moment, c'est les transidentités, c'est les personnes trans. On pourrait certainement augmenter à queer aussi, mais on a l'impression que c'est devenu un point de ralliement en fait des réactionnaires de tous bords. Et c'est comme si attaquer les personnes trans sur leur identité, sur leur demande de visibilité, sur leur demande d'accès aux droits, aux soins, etc., provoquer des réactions qui ont plus à voir avec
de la discrimination, de la haine, de la transphobie, qu'à ce derrière quoi ça se cache, c'est-à-dire la protection des jeunes, la protection des enfants, la protection d'un certain ordre social, etc. En 2020, Nadège et moi, on s'est lancé dans l'écriture et la composition donc, de Transgalactique, qui est une revue on a sous-titré Photographie, genre et transition. C'était une invitation faite par la revue The Eyes, qui est une revue de photographie documentaire. Et donc, The Eyes nous a offert une carte blanche pour essayer au sein de cette revue de mettre à jour les liens entre photographie et transition aujourd'hui et dans l'histoire de la photographie. Pour nous, c'était une invitation vraiment importante parce que on est tous les deux donc des personnes concernées d'une part et travailleurs et travailleuses de l'art d'autre part, commissaires, artistes, performeurs, etc. Et au moment de nos études, donc respectivement à l'école du Louvre, au HESS, à l'école d'art, à la Sorbonne, enfin on a étudié un certain nombre d'années dans différentes institutions, on a manqué profondément d'accès à des représentations d'artistes, d'auteurs, d'autrices, de philosophes, de penseurs, de penseuses, etc., auxquels on aurait pu s'identifier, dans le discours desquels on se serait d'une certaine façon reconnu. Et on en a manqué tout simplement parce que c'est comme si l'accès aux instances de discours, de monstration, d'exposition leur était en fait complètement interdit. C'est-à-dire que même s'il y avait des œuvres qui étaient produites, elles n'étaient pas montrées. Même s'il y avait des textes qui étaient écrits, ils n'étaient pas forcément publiés ni traduits. Il ne faut pas oublier que, par exemple, Judith Butler a été traduite en France plus de 20 ans après sa première parution aux États-Unis. Ça nous amène à des situations comme l'exemple de Lorraine Marx que tu as cité, et qui risque aussi de faire école. C'est que dans ce désir du monde mainstream, on va dire, de faire de la place aux identités trans, ils et elles le font certes, mais sans forcément leur laisser toutefois la parole. C'est-à-dire il y a un immense nombre, je sais pas, de débats, de conversations, de séminaires qui sont faits, mais aussi bien dans le domaine de la psychologie, de la politique, de la médecine, de l'art, etc., autour des identités trans, mais sans personnes trans. C'est-à-dire qu'on parle des personnes trans, mais comme d'un sujet qui n'est pas toujours convié à la table. Et quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, il y a très très peu au cinéma, au théâtre, etc., d'actrices trans sur scène, dans les films, ou même derrière la caméra, même en tant que réalisateur, réalisatrice, metteur en scène, etc., alors qu'il y en a. Il suffit de se promener un petit peu sur les réseaux, sur Instagram, etc., pour s'apercevoir qu'il y a une profusion, une créativité mais énorme chez les personnes trans, mais qui ont rarement accès aux subventions, aux espaces de résidence, aux espaces de création, aux espaces d'exposition, etc. Par contre, il n'est pas rare que dans par exemple, dans le cas du jeu de la mise en scène de la pièce de Lorraine Marx, ou alors dans le cas parfois d'expositions qui sont consacrées plus ou moins aux identités queer, etc., qu'on invite des photographes ou des artistes qui vont travailler sur le sujet de la transidentité, mais sans être concernés eux-mêmes. C'est-à-dire que la personne trans, c'est la muse, c'est le modèle, c'est une personne qui est dont on raconte l'histoire sans prendre en compte son propre récit, son propre point de vue, sa propre narration, enfin comme si on n'avait finalement toujours pas totalement, au même titre que les personnes cisgenres, accès aux instances d'énonciation, de représentation, etc. La prochaine question, c'est pour vous demander à tous les deux comment l'art queer et l'art trans renouvellent l'esthétique artistique et théâtrale aussi. Je pense que d'une part, ça rend visible d'une manière complètement nouvelle des corps, des identités, etc., qui étaient complètement invisibles jusqu'à présent. Donc il y a un surgissement comme ça dans le domaine du visible et donc du possible de corps, d'histoires, d'expériences auxquelles personne, ni même nous, n'avions accès à l'époque. Nous, on a pu observer en travaillant avec différents artistes, certains historiques, certains contemporains, certains qui se considèrent même pas encore forcément comme des artistes, mais qui en tout cas produisent des images et produisent des œuvres, c'est qu'il y a donc un surgissement dans la cartographie du possible par rapport à l'expérience du genre, par rapport au mode de vie des personnes LGBTQIA+, etc. C'est que dans une photographie qu'on pourrait qualifier d'intime, de journal, voire carrément de documentaire, il y a des apparitions de
figures, de corps, de modes de vie, de nouveaux modes de composition de famille qui apparaissent et qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent. Par exemple, là, tout à l'heure, on va accrocher pour l'exposition des œuvres d'Arco de la Jaquette, qui est un photographe qu'on a en fait découvert sur Facebook. Simplement, on était amis et c'est des photos qu'il postait de lui, de sa vie, etc. au quotidien sur les réseaux sociaux, sans forcément d'intention artistique, alors que c'est des images qui ont une très, très, très grande qualité visuelle. Elles sont incroyablement bien construites. Il y a une unité, il y a vraiment un style qui est dû aussi aux technologies qu'il utilise pour créer ces images, en l'occurrence des smartphones, des appareils photo de qualité un peu précaire, etc. Et qu'il emporte partout avec lui. Il photographie des bribes comme ça de son existence, en tant que personne trans, queer, non-binaire, etc., de la famille qui s'est construite, qui inclut des enfants, des animaux, des plantes, la mer, etc. C'est-à-dire vraiment une sorte de vie totalement symbiotique, collective et communautaire. Et cette famille qui apparaît dans ces images, moi, je ne l'ai jamais vue ailleurs. Je ne l'ai jamais vue au cinéma, je ne l'ai jamais lu dans un livre. C'est quelque chose qui est complètement nouveau. C'est-à-dire que sa pratique de la photographie fait exister un nouveau mode de vie, rend possible un mode d'existence complètement pirate, complètement défait toutes les assignations qu'on peut nous faire. Et sans ces photographies-là, il n'y en aurait aucune trace. Donc ça, c'est une première chose qu'on peut dire. Après, toi, tu penses à d'autres... Ouais, moi, je pensais aussi dans le renouvellement esthétique ou les apports, en tout cas, de la communauté et des artistes queer et de ces images. C'est aussi le travail sur le corps et le travail direct de transformation, de transition, d'hybridation, puisque là, justement, la transition est au cœur de notre problématique et tous ces artistes finalement utilisent vraiment leur corps comme des objets sur lesquels on travaille directement. Je pense à Renaté, je pense aussi à Annie Sprinkle, mais je pense à Renaté, un artiste californien qui a vraiment travaillé sur son corps dans le domaine de quelque part la transcendance et de la transcendance de la douleur et transcendance de même l'aspect physique de son corps. Et c'est tous ces artistes qui étaient encore une fois visibles que dans des lieux du style l'étrange festival ou des lieux un peu confidentiels, arrivent aussi maintenant à avoir des visibilités institutionnelles beaucoup plus fortes. Et tout ce travail sur le corps, que ce soit les prises d'hormones, que ce soit un travail plus physique, que ce soit des mises en scène même de son propre corps. Et ça peut être aussi poussé par des artistes qui vont utiliser les nouvelles technologies de l'image, évidemment la 3D, les modifications, l'intelligence artificielle appliquée aux images, etc., avec des artistes comme Juliana Extable, Shuyi Cheng, dont on montre les œuvres dans la revue Transgalactique, et qui vont utiliser les moyens technologiques visuels les plus avancés pour composer des nouvelles formes physiques, des nouveaux corps, qui sont qui transcendent non seulement les frontières entre masculin et féminin et créent des nouveaux possibles en termes de genre, mais qui créent aussi ce qu'on pourrait appeler, ce que certains appellent des xénogenres, par exemple, en tout cas des rapports au genre qui dépassent le masculin et le féminin et qui s'ouvrent vers l'hybridation, la transformation avec d'autres espèces, y compris des espèces extraterrestres, imaginaires, etc. Donc il y a dans ce qu'on pourrait appeler une esthétique trans-queer contemporaine, un double mouvement qu'on essaye nous de reproduire dans l'exposition Transgalactique. D'une part, une sorte on pourrait appeler ça non pas un retour, parce qu'on pense que ça n'a jamais été oublié, mais en tout cas une symbiose et une importance beaucoup plus grande donnée
aux non-humains d'une manière générale, aux éléments végétaux, aux règnes animaux, mais pourquoi pas également minéraux, etc. Donc une sorte de connexion à des choses qui ont été évacuées de la civilisation et aussi qui, comme les corps trans, ont été silenciés, dominés, privés d'énonciation, privés de pouvoir, voilà, d'une certaine façon. Et d'autre part, une intégration plutôt qu'un rejet, une grande intégration des technologies digitales, numériques, les plus avancées pour composer, là encore, des nouvelles fictions qui créent des subjectivités qui sont pas seulement imaginaires, mais qui sont aussi politiques. Et c'est en cela que le transféminisme, l'écoféminisme rejoignent aussi dans une perspective qui est parfois un petit peu techno-chamanique et qu'on essaye de mettre en avant dans notre exposition. Tout ça, on pense que c'est un grand mouvement en fait, et que l'effritement des frontières entre masculin et féminin doivent nous inviter à reconsidérer le bien fondé, la solidité de toutes les autres frontières. Mon autre question, elle intervient parce que dans la brochure des Vagamondes, il y a un passage d'un entretien Smith que tu as réalisé où tu parles du trouble. Et moi, je voulais savoir quel était ton rapport avec le trouble et comment ça se matérialisait dans ton travail. Et Nadège aussi sur la question du trouble. Alors je pense que dans mon travail, ça a commencé avec mon travail photographique, où donc ce qui est ma première pratique en fait, que je décris un peu souvent comme ma langue maternelle. Et les premiers travaux que j'ai montrés, que j'ai présentés, c'était des photographies et c'était en fait mon journal. Et pendant des années, en fait depuis l'enfance, j'ai fait des photos presque quotidiennement. Ce qui était assez singulier à l'époque, parce qu'on n'avait même pas d'appareil numérique, ça n'existait pas, donc encore moins des téléphones, etc. Donc c'était une présence technique quotidienne de l'appareil photo, etc. Et puis, assez fortuitement, comme mes parents étaient photographes, et je pense que c'est pour ça que je parle de langue maternelle, j'ai vraiment grandi avec cet outil et cette discipline. Pour que je puisse faire des photos et que ça revienne pas trop cher, ils me donnaient un peu leur pellicule périmée, leur fin de bobine, etc. Et du coup, j'ai pris l'habitude de toujours travailler avec des pellicules comme ça, abîmées, expirées, malmenées, parfois fabriquées plus ou moins artisanalement. Et ça a fait que mes images ont toujours eu un côté, voilà, qu'on n'a pas trop su qualifier, un peu flou, un peu de mauvaise qualité. Progressivement, je me suis aperçue que les personnes que je photographiais, c'était mes proches ou les personnes avec qui j'étais en relation ou pour lesquelles j'avais un intérêt, quel qu'il soit, amical. Et forcément, par affinité, il s'est trouvé que c'était essentiellement des personnes trans et des personnes queer. À l'époque, on parlait très peu de transidentité. On disait même pas trans, on disait encore transsexuel, on disait parfois transgenre, mais c'était rare. Le terme de non-binaire n'existait pas en France. Je pense qu'il était déjà utilisé aux États-Unis, mais en France, ça n'existait absolument pas. Le mot cisgenre non plus. Enfin bref, on manquait d'un vocabulaire adapté à nos identités qui faisait que c'était difficile, du coup, de pouvoir savoir vraiment qui on était, puisqu'il n'y avait pas de mots, il n'y avait pas de concept, il n'y avait pas de prise en charge pour ces identités et ces corps-là. Il y avait bien sûr des personnes qui transitionnaient, qui fabriquaient un petit peu leur transition, parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait le parcours officiel et qui était une prise en charge gratuite des transitions qui était psychiatrisée à l'époque, donc qui était soumise à des années de contrôle psychiatrique. On n'avait pas le choix de son chirurgien, on n'avait pas le choix de son endocrinologue. Enfin, c'était quelque chose qui était quand même assez compliqué, voire carrément violent pour beaucoup de personnes, parce que c'était le corps médical n'était pas du tout au courant en fait des questions philosophiques, politiques de la transidentité. On était vraiment traités comme des malades, voilà, au sens large, mais des malades mentaux en particulier. Et cette idée de trouble, elle m'a beaucoup habité, inspiré, accompagné à l'époque, parce que j'avais l'impression que justement, elle pointait le fait de se situer justement à l'endroit de la frontière, quoi. C'est-à-dire dans quelque chose qui n'était pas fixe, qui n'était pas transparent, qui n'était pas définitif, qui était toujours, comme le climat, sujet à changement. Et donc, le mot, il est aussi apparu pour moi sur mon premier livre. Il est paru en 2013 ou 2012, mais c'est essentiellement des photos qui dataient du début des années 2000 jusqu'à 2010.
Je l'ai appelé le lu, qui est un mot qui vient du finnois, parce que j'habitais à l'époque où j'ai fait cette série à Helsinki. Et c'est le mot qu'on utilise quand on jette de l'eau glacée sur les pierres brûlantes dans les saunas et qui désigne la montée comme ça de la vapeur, enfin la transformation, la transition de l'eau en vapeur. Et ça crée un trouble qui est visuel, parce que d'un coup on voit plus rien, il y a comme une sorte de fumée, de sfumato entre nous et les autres, mais ça crée aussi un sentiment de dissolution dans l'espace autour de nous, quoi, que notre corps lui-même est en train de s'évaporer, et ça faisait complètement écho pour moi à nos identités, à tous et à toutes à l'époque, qui étaient en train de se transformer vers quelque chose qui était trouble, qui était inconnu. On ne savait pas vers quoi on allait, on ne savait pas si un jour il allait y avoir des mots, des institutions, des choses pour nous définir, quoi. Donc le trouble, il est vraiment parti de là dans mon expérience à moi. Et dans le fait qu'avec cette utilisation de la photographie telle que je la pratiquais, donc avec des moyens assez précaires et des pellicules qui notamment étaient avariées, on pourrait dire, ça m'a permis de développer tout un système esthétique, visuel, photographique qui me permettait de restituer cette idée du trouble. Et ça m'a toujours accompagnée dans mes œuvres, dans l'utilisation des supports dont je fais usage, par exemple l'aluminium, le plexiglas, l'acier, le bois, le néon. Je fais toujours travailler tout ça de manière à ce qu'on soit jamais sûr totalement de ce qu'on voit. C'est-à-dire que le regard peut jamais s'arrêter devant une œuvre et dire « Ah, ce que je vois, c'est telle personne. Ce que je vois, c'est réel ou c'est irréel. Ce que je vois, c'est une fiction de la réalité. » On est toujours dans l'indéterminé entre différentes catégories, entre différents pôles, entre différents possibles. Et je trouve que le mot « trouble » pour désigner ce mouvement-là, encore aujourd'hui, il est assez adéquat. Moi, ce que je pourrais dire, ce serait concernant les performances aussi, et le cabaret qui va avoir lieu donc ici le samedi, c'est qu'on essaye on utilise aussi ce concept, cette notion de trouble pour amener le spectateur à passer aussi d'une émotion à une autre extrêmement rapidement. Dans ce cabaret, Le Secret, édition spéciale Cosmos, où il va y avoir par exemple des chansons et des moments très très très. Enfin, on va essayer de créer des bascules émotionnelles. Et je pense que le trouble, il se loge aussi à cet endroit-là, de pouvoir basculer très rapidement d'une émotion à une autre et créer un espèce de trouble, de plus savoir dans quelle dimension on se trouve. Est-ce qu'on est vraiment là ou est-ce qu'on est déjà parti ailleurs? Oui, je pense que l'idée d'Haraway d'habiter avec le trouble, de vivre avec le trouble, etc., c'est-à-dire que c'est une invitation qu'on fait les uns et les autres à accepter l'instabilité, l'incertitude. Et souvent, on a l'impression que beaucoup de gens, est-ce que c'est impropre de l'être humain, je ne sais pas, mais que beaucoup de gens ont besoin de certitude, de stabilité, de frontières justement qui sont fixes, définies et à l'intérieur desquelles ils peuvent être sûrs, voilà, de qui ils sont, de ce qui est en train de se passer, etc. Et peut-être que le trouble qui est charrié par justement le mouvement de nos identités, c'est ça qui met mal à l'aise, qui met en branle, qui chahute, qui cahote, comme on aime bien dire, la tranquillité politique, pourquoi pas émotionnelle, de certaines personnes qui d'un seul coup reçoivent nos œuvres, notre présence comme une menace à leur propre stabilité. Lorsque j'étais venue au point presse du festival, Smith, tu avais abordé la question de l'institutionnalisation et vous en avez parlé tous les deux à certains moments de notre entretien ici, sur la question de l'institutionnalisation des arts considérés en marge. Est-ce que vous pouvez revenir dessus ? En ce qui nous concerne, notre culture justement artistique, philosophique, etc., on a dû la construire en dehors de ce qui nous était proposé par les institutions, par les bibliothèques, par les universités, par les écoles d'art, etc. Les institutions traditionnelles, enfin en tout cas celles qui sont financées par, entre autres, nos impôts, ne nous donnaient pas accès à ces paroles et à ces œuvres-là. Et donc, ça a été non seulement certainement décourageant pour beaucoup des artistes de l'époque qui
n'étant montrés que dans des endroits communautaires, sans argent, sans galerie, donc pas de possibilité de vendre, de vivre de son travail, ni de produire des œuvres à la hauteur de ce qu'il et elle pouvaient espérer, a fait qu'effectivement, les créatrices, auteurices, philosophes, etc., trans et queer, pour beaucoup, se sont découragés, quoi. Ou alors ont accepté de vivre dans les marges, sur le côté des institutions, avec parfois quelques miettes, mais en tout cas, ça fait qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu un ou une réalisatrice trans qui a ne serait-ce qu'été sélectionnée au Festival de Cannes, dans la plupart des autres festivals, qui a gagné le prix Goncourt, qui a représenté un pays à la Biennale de Venise, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment le sentiment que très progressivement, c'est en train de changer. C'est-à-dire que là, on doit bien admettre que c'est de mieux en mieux. Moi, je suis régulièrement invitée dans des écoles d'art pour être jury ou pour rencontrer les étudiants ou pour enseigner. Et dans chaque classe, il y a une partie non négligeable des étudiants et des étudiantes qui sont trans, queer, non-binaires, qui le disent, qui travaillent à partir de ça, ce qui était vraiment impensable il y a 10 ans, quand moi-même je faisais mes études. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer. Énormément d'appels à projets précis qu'ils apporteront une attention particulière aux dossiers proposés par ces populations-là. Et je trouve que c'est vraiment absolument fondamental pour pouvoir arriver à une représentation significative de nos expériences, de nos identités, etc. Parce que peut-être que la première étape aura été de faire de la place à la transidentité comme sujet. Je pense à des films comme, je sais pas, Girl ou des choses comme ça qui ont effectivement eu un écho auprès du public et des médias importants, mais qui sont extrêmement insatisfaisants du côté du type d'histoire et d'image que ça raconte et que ça véhicule. Et le fait que ce soit des œuvres qui soient produites par des personnes non concernées fait que forcément on est à côté, on est même complètement à côté de nos expériences réelles, et ça véhicule parfois voilà, des clichés, des lieux communs, des images qui peuvent desservir finalement politiquement nos identités en faisant passer des idées qui font croire que la transidentité ne peut être vécue que dans la souffrance, voilà, la haine de soi, la mise à l'écart de la société, etc., etc. Donc on a besoin non seulement de représentation, mais de représentation et positive et émise par les personnes concernées. En tout cas, on a l'impression que ce changement de dénonciateurs et dénonciatrices provoque un changement dans la manière dont on crée, dans les outils qu'on choisit pour créer, dans les supports sur lesquels on monte les images, dans la place du spectateur par rapport à ces images. Nous, là, par exemple, donc on a décidé effectivement de réimprimer. On a très peu d'œuvres originales. On en a quelques-unes, mais 95% de l'exposition, ce sont des reproductions d'œuvres, ce qui nous a permis en fait de mettre énormément d'artistes dans cette galerie. Il y a 35 artistes en tout. Chaque artiste a un minimum de 2, un maximum de 5-6 œuvres. Et on fait une sorte d'immense galerie de portraits en très très grand format. Et ces portraits, je pense ce qu'on a envie, c'est qu'ils apparaissent comme une évidence, qui déborde en fait, qui déborde à la fois le cadre de l'exposition, le cadre politique, les clichés qu'on peut associer à ces identités-là, et qui est vraiment une évidence joyeuse, oui, on peut dire ça comme ça, une sorte de rencontre, en fait. C'est une rencontre géante qu'on est en train d'organiser avec des corps, avec des visages, avec des expériences, mais aussi avec des plantes, mais aussi avec des créatures hybrides. On a des créatures chamaniques un petit peu bizarres qui vont surgir aussi dans l'exposition. On a fait une place importante à l'élément végétal et à la manière dont il infuse, vraiment végétal et minéral d'ailleurs, dans les travaux de beaucoup des artistes qu'on a invités, dont on a l'impression qu'ils composent vraiment des identités hybrides de végétal, de minéral, de masculin, de féminin. On peut penser à Kamala Macrel, à Andon Gerkara, évidemment à Pepe Atocha, à Roberto Warcaya, enfin voilà, des artistes qui dépassent aussi la question du masculin et du féminin pour interroger les frontières et les porosités de l'être humain avec les autres animaux. Voilà, on exclut. Waouh. Ça, c'est Kamala Macrel qui
qui s'amuse avec les clichés des cartes postales coloniales, type mauricienne, etc., où le corps vierge d'une jolie créature des îles est photographié sur des îles au milieu de paysages luxuriants et magnifiques, comme un merveilleux paysage à venir coloniser pendant ses vacances de Pâques. Et donc, elle a créé comme ça un ensemble, on en montre une ici représentée, reproduite en très grand format, de redéfinition de la carte postale coloniale comme ça, mais dans lequel elle insère son corps racisé, queer, non-binaire, qui fait un petit peu écho à l'absence de ces corps-là dans l'histoire des représentations. Et ici, un petit morceau d'un amazogramme de Roberto Huarcaya, qui est vraiment qui est un photographe péruvien qui a créé cette image gigantesque en déposant directement son papier, donc en s'allongeant sur son papier photo pour faire apparaître par contact la forêt d'Amazonie. Donc on a directement l'Amazonie par contact qui est ici présente avec nous. On est en plein accrochage. Un portrait de notre icône, hop là, Marsha P. Johnson, avec son chien, photographié par Fink. Donc voilà, une de nos icônes trans, queer, historiques. Et ici, quelques créatures hybrides d'un autre photographe péruvien qui s'appelle Pepe Atocha et qui est un petit peu comme Roberto Huarcaya, créé par contact en ramassant des éléments dans la forêt amazonienne, des ailes de papillons, des feuilles, des morceaux de troncs d'arbres, créer des sortes de créatures magiques. C'est une des œuvres les plus importantes dans toute ma vie. C'est un portrait. Ah bah voilà, on met une galaxie à la tête de Jackie. Ça c'est trop drôle. Non, on peut pas ça. Donc c'est un portrait de Jackie avec sa chienne Adèle Chanel en, je crois, 1961 par Christer Strömholm, et qui est donc un photographe suédois dont je parlais tout à l'heure et qui a photographié dans les années 50 et 60 les pionnières trans et travailleuses du sexe de la place Pigalle à Paris. Donc bah voilà, ça fait un teaser comme ça pour voir leur visage. Il faudra venir à l'exposition. Voilà, on a choisi des portraits avec une petite présence animale aussi. Ça, c'est un mur, donc c'est des œuvres. On a eu la chance de pouvoir avoir accès à ces œuvres originales, donc on les a montrées encadrées, mais ce sera les salles de l'exposition. Hop là, on ne voit pas très très bien, je vais regarder les photos. C'est le travail d'un duo d'artistes brésiliennes, Gal et Hiroshima, donc couple d'artistes trans, non-binaires, et qui raconte un petit peu, c'est une série qui a été faite pendant le confinement, et qui est un petit peu une autobiographie croisée entre les deux membres de ce couple qui, dans leur enfance, c'est pour ça que ça commence sur une photo d'Hiroshima enfant, dans leur enfance ont subi du harcèlement très 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 violent à cause de leur expression de genre qui était voilà, androgyne, trouble, ambiguë, féminine, et qui depuis se sont construites en tant que personnes queer, trans, non-binaires, et ont récupéré la violence à laquelle ils ont été confrontés, notamment Hiroshima qui a été lapidé en fait par d'autres enfants. Et donc ce motif de la pierre comme ça, des éléments vestimentaires féminins, le talon, le maquillage, les boucles d'oreilles, etc., reviennent comme des éléments guerriers quoi, d'empowerment. Par exemple, on a une super photo de hop là, un talon aiguille qui devient à son tour une arme. Et donc, c'est... ou alors là, une chaise. une chaise transféminine. Donc, voilà, et qui compose comme ça une autobiographie à deux têtes, on pourrait dire, et à plusieurs genres de l'histoire de Gal et Hiroshima. Donc voilà, on va avoir beaucoup de choses assez différentes et de différentes factures, de différentes disciplines, de différentes époques, de différentes façons de pratiquer la photographie, et en tout cas toujours à la première personne. Voilà l'histoire. Alors, je vous invite à vraiment regarder la programmation du festival, qui est une programmation qui est très riche avec des cabarets, de la danse, de la performance et du théâtre évidemment. Et je voulais attirer votre attention sur le week-end d'ouverture qui commence le vendredi 17 mars avec le vernissage de l'exposition transgalactique, donc faite par Nadège Piton et Smith, qui aura lieu le vendredi 17 à 18h et qui sera suivi d'un spectacle
que je vous invite à voir, qui est Dibakae, qui est un spectacle mis en scène par la metteuse en scène grecque Eli Papakonstantinou, et qui sera suivi d'un concert de Jeanne Hadid avec Vatican Sound System et avec un DJ set de Claude Emmanuel. Et le lendemain, le samedi 18, il y aura donc le cabaret de Monsieur K avec Smith et Nadège Piton, qui est Le Secret, Cosmos. Je suis vraiment heureuse d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir pu faire ces entretiens qui me semblent vraiment importants, notamment sur la question de la représentation, notamment sur le fait de pouvoir laisser la parole aux personnes concernées et de voir comment des identités peuvent être créatrices en matière d'art, ce qui est une problématique qui m'intéresse beaucoup sur cette chaîne. Et je remercie la Filature, donc la scène nationale de Mulhouse, pour m'avoir permis de faire cette vidéo en partenariat avec eux. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de la partager, faites-le. Si vous avez envie de la commenter, faites-le aussi. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le théâtre.